Bienvenue dans Impact at Scale, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies pour aligner impact positif et changement d'échelle. Je suis Emmanuel Espias, CEO des Impacteurs. Notre travail, c'est de conseiller les entreprises qui veulent changer d'échelle et avoir un impact positif. Allez, trêve de bavardage, place à l'invité de la semaine. Bonjour Paul. Salut. Ça va ? Très bien, merci. Du coup, je suis ravi de t'accueillir du coup, sur le podcast pour ma première salve, moi, à titre perso. Premier jour de tournage, ouais, ça se passe super bien pour l'instant, donc on va continuer sur cette lignée. Est-ce que du coup, tu peux te présenter du coup, et nous dire quelques mots sur Hommage, s'il te plaît ? Ouais, donc je m'appelle Paul, j'ai 30 ans, je suis marié, je suis le papa d'un petit garçon qui s'appelle Hector et qui a 7 mois. Félicitations. Merci. Je suis aussi le cofondateur d'Hommage, donc qui est une boîte dans la mode de seconde main que j'ai fondée avec Marine, qui est une de mes amies d'école. Donc on se connaît depuis une grosse dizaine d'années maintenant. Et Hommage, pour en dire un peu plus sur la boîte, c'est une plateforme d'achat-revente de vêtements qui cherche à simplifier la mode de seconde main, à la fois pour les vendeurs et pour les acheteurs. Donc pour les vendeurs, on fait ça en leur offrant un service clé en main. Donc l'idée, c'est de dire, tu as des vêtements à vendre qui cochent toutes les cases de nos critères, et ben en fait tu les mets dans un carton, tu nous les envoies et nous on va s'occuper du reste. Ça veut dire qu'on va faire le contrôle qualité, la photo, la création de l'annonce, la mise en ligne, la vente et l'envoi aux acheteurs. Et en tant que vendeur, t'as rien à faire, t'es payé quand c'est vendu, moins la commission que nous on prélève. Et du côté des acheteurs, l'idée c'est de leur proposer une expérience d'achat qui est beaucoup plus proche de celle qu'ils ont l'habitude d'avoir en neuf, avec des photos clean, des prix qui sont cohérents, l'assurance d'avoir des vêtements qui ont été vérifiés par des pros, une logistique qui tourne, un service client dispo, des retours possibles si ça leur va pas. Et donc en fait, l'idée c'est de mettre le plus de monde possible à la seconde main avec ce service pour diminuer drastiquement l'impact carbone de la mode. Trop bien. Du coup, t'as quelques chiffres en tête sur Hommage, éventuellement donc des chiffres sur le côté économique, donc comment la boîte se développe, mais aussi des chiffres sur l'impact positif aujourd'hui. Ouais, complètement. Alors ça, on pourrait en parler des heures, mais donc Hommage, on a lancé officiellement le service en septembre 2021, donc là on vient de fêter notre première année. Ouais. On a depuis reçu et processé un petit peu plus de, je crois, 17 ou 18 000 vêtements maintenant. On en a vendu un tiers. Donc en fait on fonctionne. Là je t'ai décrit les deux parties de notre service, mais qui sont en fait assez disjointes. Mais dans les faits on est une marketplace, c'est-à-dire qu'on a besoin de vendeurs, on a besoin d'acheteurs, c'est juste qu'ils ne se parlent pas, contrairement à des marketplaces traditionnels. Et donc aujourd'hui, on a un peu plus on a 8-9 000 vendeurs qui se sont inscrits. On a un gros millier de clients qui sont venus acheter sur hommage.fr. Je te disais, 18 000 vêtements reçus et une équipe aujourd'hui, 7 personnes à plein temps et une quinzaine en tout, en comptant donc les profils alternants et stagiaires. Et en termes d'impact, là c'est pareil, c'est un truc dont... on a un petit projet en ce moment d'ailleurs pour commencer à chiffrer ces trucs-là et commencer à l'afficher sur le site d'ailleurs, parce que c'est hyper important que les gens comprennent les kilos de CO2 évités quand tu achètes en seconde main ou les litres d'eau économisés, etc. Mais donc en fait l'impact, le côté business à impact, nous il réside dans l'essence même de notre concept, parce que acheter de seconde main ça permet de réduire, alors là ça dépend des chiffres, mais de 80-90% l'impact de ta consommation de vêtements. Parce que forcément le vêtement existe déjà, donc il n'y a pas besoin de le produire, et 70% de l'impact carbone d'un vêtement il a lieu à la production. Donc ça va être soit la production des matières premières qui vont consommer de l'énergie, donc CO2, ou de l'eau, ouais. Et ensuite toutes les étapes de tissage, fabrication, etc. Donc là c'est généralement des grosses machines qui font ça à échelle industrielle, et puis quand ces grosses machines tu les fais tourner sur des réseaux d'électricité qui sont essentiellement du charbon et du gaz, ça fait beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça, ça n'existe plus en seconde main, parce que le vêtement a déjà été produit une fois. Et ce qui va rester derrière, c'est des émissions résiduelles qui sont liées à nos opérations et au transport. Mais en fait, ça, c'est marginal par rapport à ce que tu as évité en achetant de seconde main. Donc ça, c'est hyper important de le préciser. Il y a aussi un impact social qui est important, parce que nous, du coup, l'idée, c'est de créer des emplois et de faire grossir une structure en France, là où aujourd'hui la mode
est largement délocalisé pour tout ce qui est fast fashion et même mode un peu mainstream. Je mets toutes les marques éthiques et green à part, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de venir dynamiser un peu le secteur de la mode en France sur le réemploi et voilà, donc impact environnemental et social positif. Ok. Du coup, il y a forcément, Hommage n'a pas inventé la mode de seconde main, parce qu'il y a d'autres acteurs qui forcément, on pense très vite à des mastodontes. On peut citer Le Bon Coin, puis Vinted qui est arrivé derrière, qui est aujourd'hui un gros morceau. Mais vous avez une façon de faire qui est assez différente. Est-ce que tu peux nous en parler de ce qui vous différencie ? Ouais. On n'a pas du tout inventé la mode de seconde main et je dirais même plus loin qu'en fait notre fonctionnement c'est quasiment le même qu'un dépôt-vente physique que tu as généralement dans des villes et des villages où traditionnellement les gens venaient déposer les vêtements qu'ils portaient plus, puis 2-3 mois après ils revenaient, ils disaient est-ce que ça s'est vendu, et puis ils récupéraient un peu de sous sur la base des ventes qui avaient été faites. Et donc en fait ce concept-là, nous l'idée c'est juste de le reprendre, hein, et je ne vais pas faire semblant que j'ai la solution ultra innovante. En revanche, ce qui est innovant dans ce qu'on fait, c'est de le faire à très grande échelle, et ce qui fait que tu sors de la logique de j'ai un petit magasin en centre-ville ou même un gros magasin, mais en fait j'ai des entrepôts, enfin un gros entrepôt dans lequel je suis en capacité opérationnellement et technologiquement de processer des centaines ou des milliers de vêtements par jour. On pourra en rediscuter, mais des vêtements qui ont une particularité, c'est qu'ils sont uniques, donc opérationnellement les gens, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a aucune info sur ce vêtement, il n'y a pas de QR code ou de code barre à scanner comme sur un bouquin par exemple qui donne toutes les infos sur le bouquin. Là il faut tout rentrer, donc la fiche produit il faut la créer, les photos tu les prends et puis tu les prends pour un produit unique, tu mutualises pas du tout comme une marque de mode qui fait des shootings pour ensuite vendre des centaines de pièces. Donc en fait ça c'est compliqué quand tu le fais à très grande échelle, et c'est là où nous on est innovant. Ça se différencie des acteurs plus classiques mais très connus de la mode de seconde main que sont des marketplaces C2C comme Le Bon Coin, Vinted, Vestiaire Collectif, c'est aussi un bon exemple sur le luxe, parce que eux ils ont pris le truc le plus facile à exécuter, et en un sens c'est normal, c'est le côté très asset light, donc je suis désolé pour les anglicismes, mais du coup ça veut dire ça veut pas dire que c'est facile à faire, mais c'est de dire je crée une place de marché digitale, je source des vendeurs, je source des acheteurs, et puis je les laisse faire le truc dur, c'est-à-dire créer les annonces, les mettre en ligne, et puis je les laisse échanger, et puis moi je m'occupe juste de faire grossir le truc. Enfin, nous on pense que ça a atteint ses limites. D'ailleurs il galère. Tu le vois de toute manière aussi par rapport aujourd'hui aux usages. Hommage a pris en charge une étape que les utilisateurs en fait finalement finissent par détester, parce que c'est compliqué de choisir son prix, de faire ses photos. Tu vois aussi la différence de qualité que tu as entre certains visuels, la description, puis toute la gestion après de ce qui va être la négociation quand tu es sur ces plateformes là, l'envoi exactement. Donc vous avez quand même décidé de prendre ça en charge. Ce qui est assez du coup je peux te raconter un peu là on revient un peu plus à la genèse d'Hommage, mais en fait avant de se lancer, nous on voulait absolument faire un business dans la seconde main, parce qu'on était très adeptes de seconde main dans la mode, mais pas seulement, déco, etc. Enfin un peu surtout. On avait ce réflexe avec Marine, chacun de notre côté d'ailleurs, hein, c'était pas un truc qu'on avait fait en concertation, mais de se dire quand je vais acheter un truc, je regarde d'abord sur Le Bon Coin ou sur Vinted s'il est là, s'il est pas là, et 80% du temps il y en a qui sont déjà là, donc tu fais un bon deal, c'est cool. Mais on trouvait que l'expérience était perfectible, ce qui nous a amené à réfléchir sur comment on pouvait améliorer l'expérience pour que tout le monde se mette à la seconde main. Et c'est là où on s'est rendu compte de tous les points de friction qu'il y avait sur Vinted, en interrogeant on a interrogé des centaines de personnes en leur disant est-ce que vous connaissez Vinted, oui, non. Donc là je peux dire 99% des gens oui. C'est un truc de fou, enfin, cette boîte elle a explosé, et ils ont 19 millions de comptes en France. T'imagines sur une population ça fait un Français sur 3, tu vois. Enfin, c'est un truc de malade, donc tout le monde connaît. Et après la question d'après c'est est-ce que vous utilisez pour vendre, oui, non. Est-ce que vous utilisez pour acheter, oui, non. 80% des gens qu'on a interrogés n'ont jamais vendu, 50% des gens n'ont jamais acheté. Donc tu dis les mecs ils connaissent. Donc ça c'est cool, ça veut dire l'évangélisation sur ce sujet elle a déjà été faite, donc t'es pas en train de créer un marché, ils l'ont déjà fait pour nous, donc ça c'est cool. Et en revanche on voit que le service qu'ils proposent, il permet pas de répondre à tous les besoins, et sur notre cible en particulier, c'est-à-dire des actifs
plutôt CSP+, plutôt citadins, qui ont des vies un peu speed, avec un boulot, une famille, etc. Ben, en fait, ils n'ont plus le temps de gérer leur compte Vinted ou Vestiaire Collectif, parce qu'il faut, comme tu le disais, prendre des jolies photos, prendre le temps de faire de la curation sur ton armoire et répondre à des gens et être réactif, et sinon tu te fais insulter et tout. En fait, ça, et les gars, ils disent mais non merci. Ouais. Donc c'est cette population-là que nous on vise en se disant ce qui existe déjà sur le C2C, ça leur convient pas, il faut amener une brique servicielle complémentaire, et en fait ce que ça veut dire, c'est qu'il faut prendre les trucs compliqués et leur retirer, et du coup nous le faire à leur place, ce qui veut dire que c'est compliqué à exécuter pour nous, encore plus compliqué que de créer une marketplace classique, mais en y arrivant, en fait, du coup, tu as un potentiel de marché qui est énorme, et tu te crées aussi des super grosses barrières à l'entrée, parce que à partir du moment où tu sais opérer de la logistique de seconde main comme ça, sur la mode, eh ben, tu as des opportunités business qui s'ouvrent, et on commence à le voir, parce qu'en fait, les marques, elles veulent faire de la seconde main, mais surtout pas toucher aux produits. Les distributeurs type multimarques, type Galeries Lafayette, Printemps et tout, ils veulent faire de la seconde main, mais surtout, ils veulent pas toucher aux produits. En fait, tous les gars qui ont des processus opérationnels classiques, standardisés, du coup ça marche plus avec la seconde main, et du coup ils sont chauds pour le faire parce que le marché tire dans ce sens-là. Les consommateurs veulent de plus en plus d'éthique, de responsable, de circulaire, donc tout le monde veut faire de la seconde main, mais personne ne sait faire et personne ne veut faire. Donc quand tu sais faire, tu débloques en fait un gros potentiel de marché. C'est juste que c'est dur à faire, et donc nous on a décidé de prendre ce challenge, de le transformer en opportunité et de construire là-dessus, quoi. Trop bien. C'est ce qui fait qu'en fait en interne vous devez viser une excellence opérationnelle, parce que forcément, étant donné que vous prenez une partie en fait de l'activité qui est la plus compliquée, et vous décidez de la gérer vous-même. Ouais. Donc en interne, en fait, ça a été quoi l'impact justement dans votre... éventuellement, ça peut être dans la répartition d'équipe, dans les process mis en place. Comment vous faites pour trouver de l'efficacité dans un truc auquel personne veut se frotter? Ouais. Alors déjà, le point de... réponse complexe, je pense, parce que elle est aux multiples facettes, mais nous, la manière qu'on a eu d'aborder le truc, c'est de dire, en fait, nous, on construit cette boîte comme une boîte logistique, Ops, Tech, en premier, et puis la partie mode, en fait, on verra plus tard. En fait, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la seconde main. D'ailleurs, il y a plein de projets hyper cool qui sont plus, je dirais, des business à plus petite échelle, des niches, des business familiaux, que je trouve hyper cool, et des gens qui sont hyper forts en mode, donc qui vont chiner des pièces trop belles, qui les mettent en avant sur leur Insta et tout, qui font monter des comptes en plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, genre qui font des trucs hyper cool. Mais et donc ça repose beaucoup sur une compétence mode, mais ça plafonne assez vite en termes de taille de marché, de scalabilité. Nous, on a pris le contre-pied en se disant en fait, on va faire d'abord un gros boulot sur les opérations et la tech, donc je dirais qu'on a plutôt pris le truc par le prisme ingé que le prisme mode, et en se disant quand on va devenir bon là-dessus, et ensuite on va recruter des gens qui seront forts sur le merchandising, sur la mise en avant des produits, sur la com et tout. Ouais. Et nous, on se focus sur là où il y a de la création de valeur dans notre business, et c'est les opérations. Donc ce que ça a eu comme conséquence, c'est que nous, quand on a fait notre proof of concept avec Marine, c'était moins est-ce qu'on arrive à avoir une marque sexy, à faire grossir une communauté très vite, etc. C'était pas tellement ça, c'était est-ce qu'on arrive à sourcer des vêtements pour pas cher, des vêtements qui correspondent à nos critères de qualité, ouais. Et est-ce qu'on arrive à les traiter pour pas cher. Donc ça veut dire les prendre en photo, faire la fiche produit, la mettre en vente et tout, en chronomètre en main, moins de X minutes, pour que ça coûte dans nos unit economics, et donc dans notre business plan au long terme, pour que ce soit viable, en fait. Donc ça, c'était le prisme dès le début. On a testé ça, on a dit ok, ça a l'air de marcher. Donc ça, c'est le 0 to 1, un timide 1, et puis ensuite le 1 à 10, c'est en ce moment, en se disant ok, maintenant quand on grossit, on embauche des gens, etc., on a une petite équipe aux opérations, est-ce qu'on est toujours capable de tenir ces trucs-là, et d'être compétitif? La réponse pour l'instant, c'est oui. Et est-ce qu'on voit un chemin dans un futur plus ou moins proche où on fait encore x10, x10, et où on maintient cette profitabilité, voire on l'améliore, et on voit pas mal de leviers d'amélioration qui nous confortent sur cette trajectoire. Donc ça, c'est notre angle d'attaque. Donc ça veut dire qu'on est avant tout une boîte Ops et Tech, parce qu'en fait les Ops ne marchent pas sans la Tech qui va derrière, et que derrière toute la partie plus mode, tout
toute la com, etc. Non, sachant que c'est ma partie, hein, donc je vais pas non plus décréter que ça sert à rien, mais c'est pas ça. C'est juste que ça vient par-dessus, mais ça sert à rien si le reste n'est pas performant. Donc c'est pour ça qu'on est deux ingés. On n'a jamais été très mode, quoi, mais pourtant on fait une boîte dans la mode parce que la complexité et du coup la valeur ajoutée dans notre business, elle est là. Du coup, si on prend un exemple, puisque là tu parles vraiment de ces deux domaines, donc d'un côté l'opérationnel et de l'autre la partie tech. Tout à l'heure tu évoquais par exemple la prise de vue, donc la photographie des produits. Comment en fait, quelque part, ce process-là, vous l'avez transformé? Ouais, bah alors là, je peux te donner des exemples assez concrets et visuels de ce qui se passait au début, mais donc concrètement, au début on était dans une approche où l'idée c'était de tester grosso modo le processus et voir comment ça marchait, voir ce qui était optimisable, voir ce qui fonctionnait pas du tout, etc. Et pour ensuite écrire un espèce de processus en disant en fait quand on reçoit des vêtements ça va passer par toutes ces étapes, ça va être d'abord check qualité, puis ensuite tu vas écarter ceux qui sont refusés, puis ensuite ça passe à la photo. La photo, est-ce que tu la prends sur cintre, sur mannequin, sur truc, en fait tous ces trucs là on a testé au début, hyper itératif, hyper manuel, et on était que sur des outils no code. Donc là pour ceux que ça intéresse, nous on a construit tout ce qu'on fait en back, c'est Airtable, et on est en train de bouger d'Airtable maintenant parce qu'on explose les limites d'Airtable. Mais ça vous fait quelques lignes du coup dans les ça fait un nombre de lignes, mais après là c'est encore plus technique, et c'est Marine, mon associé, et du coup l'équipe Ops qui ont fait un énorme boulot de ce côté-là, mais on a plusieurs bases de données qui du coup reproduisent des différentes briques technologiques que tu as dans les boîtes logistiques classiques. C'est juste qu'elles ont été tordues pour s'adapter à la seconde main, qui a ses spécificités, et ce qui fait que tu peux pas bosser avec des logiciels sur étagère, quoi. Mais donc il y a le truc de gestion des flux entrants et sortants, il y a le truc de gestion du catalogue, il y a tu vois, la gestion des commandes, machin, toute la partie picking, préparation tous ces trucs là, c'est tout dans Airtable chez nous. Et donc c'est pour ça que le truc est un peu maintenant c'est devenu une espèce de machine de guerre qui rame un peu à chaque fois que tu l'ouvres, et qu'on est obligé de brique par brique du coup tu vas coder un truc en propre, sortir une brique et garder le reste dans Airtable, et petit à petit on va venir migrer les trucs sur notre infrastructure propre et avoir dans Airtable que les trucs basiques. D'ailleurs Airtable est très pratique pour visualiser les données, pour faire plein de choses, quoi. Donc au début, si je reviens à là où on en était, on définit les process en mode itératif, on repose que sur du no-code. Et ensuite il y a une partie où on bascule de no-code à low-code, donc dans laquelle on est en ce moment, je dirais depuis une grosse dizaine de mois. Et donc là l'idée c'est qu'on a vite atteint en dehors d'Airtable, parce qu'en fait on a Airtable en back, on a Shopify en front, les liens entre les deux ils sont faits avec des applis ou avec Zapier, c'est 100% de nos codes, et en fait rapidement tu touches les limites du modèle. Donc l'idée c'est comment dire, avec un recrutement, donc notre CTO qui est arrivé en décembre l'année dernière, comment est-ce que tu identifies les endroits les plus critiques au business et qui généraient le plus d'insatisfaction client, et je viens ajouter un peu de code là-dedans et un peu d'intelligence tech pour fluidifier le processus. Et donc là on a passé du coup un X mois à faire ça, et donc là on est pas en ce moment on est typiquement dans un truc très hybride entre nos codes d'un côté et puis des surcouches techniques en plus. Et puis ensuite passage à échelle, où l'idée c'est de dire petit à petit, quand les volumes vont grossir, quand tu vas faire grossir le nombre d'utilisateurs en interne qui sont sur ces produits là, ça va plus marcher, tu rencontres les limites dans tous les sens. Donc petit à petit tu te reconstruis ta stack codée en propre, avec nos outils en propre, et qui est parfaitement adapté à notre business, parce que ça n'existe vraiment pas sur l'étagère. Ok. Et du coup, vous êtes sur une migration, je dirais, petit à petit. Ouais. Vous n'avez pas choisi de développer, par exemple, votre solution en propre, et derrière, après, de faire une bascule avec un jour très précis où vous allez pivoter absolument toute la solution? Déjà, il y a des jours très précis. Genre là, tu vois, cette semaine, on va basculer toute une partie, donc ça s'appelle le PIM chez nous, donc le Product Information Management. Donc en gros c'est toute la partie gestion du catalogue, donc en gros les produits, donc les photos, la marque, l'état, le prix, etc. machin. Donc tout ce truc là, il y a des logiciels, il y a des PIM qui existent sur étagère et qu'on pourrait déployer, mais en fait c'est des trucs qui sont
qui sont adaptés au e-commerce traditionnel et pas tellement aux spécificités de notre métier, notamment une ligne égale un produit. Nous, on s'en fout de la quantité, tu vois, ou des tailles. Enfin, sur une référence, on aura une quantité et une seule taille. Donc, il y a plein de... Enfin, du coup, il y a plein de logiciels qui existent, mais on ne peut pas s'en servir correctement parce qu'on a besoin de beaucoup de lignes, alors qu'eux, ils te proposent d'avoir peu de lignes, mais beaucoup de profondeur, et en fait, nous, on s'en fout. Donc ça, typiquement, on l'a développé en propre, et l'idée, c'est qu'on va basculer. Il y a un moment, on va faire, cette semaine, on est censé faire un switch en disant le PIM, du coup, c'est lui qui va pousser les produits sur Shopify et sur les marketplaces sur lesquels on distribue aussi nos produits, et ça sera plus Airtable. Donc là, il y a une bascule, tu vois. Mais en attendant, on continue de garder Airtable pour identifier les formulaires qu'on envoie aux vendeurs et les étiquettes mondiales relais qu'on envoie aux vendeurs, du coup les stocks entrants, etc. Donc là, c'est une logique complètement différente, une logique métier complètement différente du PIM. Ben, ça, on la garde dans Airtable. Okay. Et il y a aussi typiquement les commandes Shopify, etc. Ben, elles redescendent dans Airtable et l'équipe Ops, elle prépare les commandes toujours dans Airtable. Okay. Après, il y aura cette histoire d'outils de gestion des commandes, mais on le fera dans un lot séparé, quoi. Du coup, ça nous permet d'avancer progressivement plutôt que de risquer une maxi migration sur des trucs qui sont parfaitement découpables en lots, donc c'est pour ça qu'on l'a approché comme ça. Ok, mais du coup, forcément, étant donné qu'il y a cette évolution de l'opérationnel qui, j'ai compris, gardera toujours une place hyper importante, mais il y a quand même en fait l'émergence derrière d'un pôle tech qui doit être de plus en plus fort dans la boîte. Du coup, comment on bascule dans l'esprit du recrutement, tu vois, pour se dire, au début, en fait, on recrute de l'opérationnel. Là, je pars sur de la tech, c'est deux métiers qui sont presque différents, du coup. Ouais. En termes de RH, juste. Ouais, complètement. Mais en fait, au début, on a commencé, il n'y avait que de l'intelligence Ops. Ouais. Et c'était même pas moi, c'était mon associé. Donc, c'était Marine qui avait en tête, qui, elle, pour le coup, a beaucoup bossé en opération avant, en usine, en entrepôt, qui avait bien ces mécaniques-là en tête. Et donc qui était la tête pensante du truc, et on a recruté plutôt des profils juniors qui nous ont aidés sur les ops à processer du flux de vêtements. Et Marine, à chaque fois, c'est elle qui était par itération en se disant ok, on a atteint les limites de telle brique du processus, comment on l'adapte, qu'est-ce qu'on rajoute comme processus supplémentaire, etc. Et ensuite on a fait un recrutement en gestion de projet opérationnel en se disant ok, maintenant on a une personne qui réfléchit en plus de Marine à l'optimisation des processus, à la customisation des outils, etc. Donc ça, c'est ce qui s'est passé côté Ops. Donc on a plutôt recruté d'abord des profils juniors, et puis Inès, du coup, notre chef de projet Ops, qui est un profil plutôt intermédiaire, okay. Mais avec Marine qui était plutôt la tête pensante côté Ops. Mais en fait, le truc, c'est que derrière, tout ça, ça s'appuyait essentiellement sur du no-code, comme je te l'ai dit. Donc à partir du moment où il a fallu réfléchir à l'étape d'après qui serait beaucoup plus tech, bah nous, c'est pas notre background. Donc en fait, le recrutement côté tech s'est fait dans l'autre sens. On n'a pas du tout commencé par du junior, on a commencé tout de suite par recruter Valentin, notre CTO, qui est un CTO qui a une douzaine d'années d'expérience et qui est hyper robuste là-dessus. Et lui, il n'a pas, comparé à... tu vois, avant, il bossait dans une boîte type SaaS B2B, il avait une grosse équipe, etc. Là, du coup, depuis qu'il est arrivé, en fait, il était tout seul pendant un long moment, puis une stagiaire, puis maintenant un dev junior, et l'équipe, elle s'étoffe petit à petit, mais on a surtout fait beaucoup de planification, donc en gros, l'architecture technique, elle va ressembler à quoi, justement, quels sont les différents lots, quels sont les différents modules de notre architecture de cible, dans quel ordre on va les développer, puis les activer et les mettre en prod. Et en fait, il y avait moins besoin d'exécuter côté tech, il y avait plus besoin de réfléchir et de planifier. Et donc en fait, Valentin, le PIM dont je te parlais tout à l'heure, c'est lui qui l'a codé à 80%, et avec Charlotte, du coup, l'autre dev junior dans l'équipe qui l'a aidé là-dessus. Okay. Et en fait, petit à petit, quand on va commencer à sortir complètement du no-code et être beaucoup plus dans des trucs en propre, l'équipe tech, elle va s'étoffer au fur et à mesure, quoi. Et en même temps, c'est le no-code finalement qui vous a aussi permis d'avoir ce temps et d'avoir du coup un réel moment pour le CTO arrivant de réfléchir à des tech futurs pour construire quelque chose de plus durable, parce qu'en soi, ça tournait déjà. Ouais. C'était une amélioration dans la vision du futur. Donc c'est assez c'est cool, ça a été le no-code a été un bon investissement en temps pour vous, du coup. Ah, mais incroyable, et même en euros, hein, parce qu'en fait, tu dis c'est incroyable, parce
Parce qu'un truc comme Airtable qui te coûte in fine quelques centaines d'euros par mois, là, ça nous a. Si on avait dû. Enfin, je sais pas, si on se reprojette 15 ans en arrière et qu'il avait fallu tout développer from scratch, bah oui, toute l'histoire de la boîte aurait été différente. Il aurait fallu avoir le CTO dès le jour 1, lever sur slide de l'argent pour avoir une équipe de 5 devs qui bossent pendant un an pour se dire voilà, on sort un produit et on le teste enfin et on regarde si ça marche. Ça a permis du coup de démarrer. Ou alors, une autre manière de le faire, ça aurait été de démarrer à l'arrache avec des tableurs Excel, mais en fait, on aurait atteint les limites beaucoup plus vite. Donc, je trouve que ces solutions no-code, c'est incroyable pour, en fait, quelle que soit la nature de ton business, te dire que tu peux te lancer comme ça en quelques semaines, avoir un produit qui tourne, même sur un truc qui plus tard deviendra très très tech et très très ops heavy, de te dire que nous on a pu lancer un proof of concept en quelques semaines ou quelques mois, c'est ouf. Ouais, c'est le feu. On a quelques fans dans l'équipe notamment d'Airtable. Petite dédicace du coup à Adriana. Donc ouais, sur cet aspect-là, c'est vrai que c'est une grosse facilité depuis que ça existe. Juste le no-code, le nombre de boîtes qui ont pu se lancer avec ce type d'outils, puis tu arrives à les agréger les uns des autres. Tu parlais de Zapier tout à l'heure, je pense qu'on est quelques-uns à bien aimer la solution aussi, parce que mine de rien, aujourd'hui, ça devient un incontournable, surtout pour se tester et puis pour se lancer. Du coup, ce qui fait que... donc après, la logique, ça a été de lever des fonds. C'est notamment pour aller chercher ces profils tech ou c'était dans une autre volonté ? Qu'est-ce que ça vous a permis d'atteindre ? Ce que ça nous a permis de faire, c'était essentiellement de recruter. Et donc en gros, notre vision, elle était assez claire depuis le début, en se disant, nous, on voit ce qu'on peut faire avec du no-code, mais très rapidement, on était conscient des limites qu'on allait atteindre, certaines très vite et d'autres plus tardives. Et en fait, faut se dire qu'on est sur un business de volume sur lequel on gagne quelques petits euros, contrairement à des business où tu as beaucoup plus de valeur avec des volumes plus petits. Vous avez besoin de masse pour... Voilà, on a besoin de massifier un certain nombre de choses, à la fois pour amortir nos coûts fixes et puis juste pour amortir le coût de l'équipe, des équipes qui bossent sur le back, notamment l'équipe tech. Donc en fait, on s'est projeté dans une histoire où il fallait vite grossir. Et le vite est important parce que c'est là où justement tu utilises de l'argent externe, donc d'investisseurs externes, pour te permettre d'accélérer et de financer des dépenses que le business ne te permet pas du tout de financer si tu regardes juste le cash qui rentre tous les mois. Donc on s'est posé cette question-là au début. Est-ce qu'on veut créer une boîte autofinancée, donc bootstrappée dans le jargon, ou est-ce qu'on veut faire appel à des financements extérieurs ? Et qu'est-ce que ça implique de faire l'un ou l'autre ? Et en fait, l'implication de faire une boîte bootstrappée sur ce modèle-là, c'est qu'il fallait trimer pendant des années à la sueur de notre front pour arriver à avoir suffisamment de volume pour se payer un recrutement, puis un deuxième, etc. Alors qu'il y avait une autre histoire qui, certes, nécessite de dépendre de financements extérieurs, de donner de céder des parts de la boîte contre ces financements-là, mais ce qui nous permet de recruter vite des gens bons et d'arriver plus rapidement à ces premiers paliers qui te permettent de justifier des recrutements en interne et qui te permettent de commencer à amortir tes coûts fixes, quoi. Donc ouais, c'est la voie qu'on a choisie. Et comment vous avez fait du coup, parce que à ce moment-là vous avez directement recruté un CTO parce que c'était pas dans vos compétences. Comment vous avez fait pour le recruter, parce que c'est vrai que c'est pas évident de se confronter du coup à un poste que tu maîtrises pas en fait. Ouais. Alors recruter un CTO, c'est la guerre, vraiment. Ouais, il paraît. C'est pour ça que je me suis dit, il y a un petit sujet, il y en a qui seront ravis d'entendre des réponses des gens qui sont arrivés. Il y a plein de gens qui me posent la question en disant comment... Donne-moi des tips pour recruter. Alors nous, on a fait le truc... moi après, je suis assez actif sur LinkedIn, mon associé aussi, donc on a posté sur LinkedIn en disant voilà, on cherche un CTO. Ça n'a pas trop marché, on a posté des offres, on n'avait pas Welcome to the Jungle à l'époque, maintenant on l'a, mais on a posté sur Jobs That Make Sense, on est allé poster sur les job boards des écoles, donc Epitech, etc., donc des écoles qui sont connues pour sortir des profils très bons techniquement. Et ça n'a donné rien. Et on a posté sur LinkedIn, donc ça, si les gens le savent pas, sur LinkedIn, tu as la possibilité de mettre gratuitement une offre d'emploi à la une. Et en fait, on a posté là, et en fait, les candidatures qu'on avait, c'était pas du tout du niveau qu'on attendait. Il y en avait beaucoup, donc déjà, il y a un effort ça prend beaucoup de temps de les parcourir,
de répondre parce que tu veux être réglo. Et après, sur ceux que tu as filtrés, enfin préfiltrés, après les entretiens, on se disait ok, non, ça colle pas du tout. Donc on était un peu dans une impasse. Donc après, on a commencé à faire du truc en mode un peu sale, quoi. Sur LinkedIn, tu filtres sur des profils de dev senior, full stack ou autre, engineering manager, CTO, et hop, on ajoutait tous les mecs un par un en copiant-collant un petit texte. Et en fait, ça n'a pas marché, mais ce qui a marché, c'est que du coup, il y a un gars qui m'a répondu en disant moi je suis très bien dans ma boîte, mais si tu veux, je fais du conseil pro bono pour des boîtes à impact sur des sujets tech. Et si ça t'intéresse qu'on discute de tes problèmes gratuitement, 30 minutes, bah on en parle. Et donc du coup, moi j'étais chaud, on a discuté. Let's go. Pas d'hésitation. Non, c'est clair, on a discuté 30 minutes, donc c'était trop cool de discuter du coup avec un CTO, parce que moi, comme tu le disais, pas d'expérience là-dessus. La tech, c'est plus ma partie entre nous en tant qu'associés, mais ça veut pas dire que moi je suis dev, quoi. Je suis pas du tout, je prétends même pas l'être. Et du coup, on a pu échanger, ça c'était très cool. Et ensuite, lui m'a dit, je suis sur des Slack avec des CTO et des devs, donc si tu veux, je relais ton annonce. Et ça nous a permis de recruter notre CTO. Donc finalement, je sais pas si c'est un type actionnable, je sais pas si ça marchera à chaque fois, mais moi, mon conseil, c'est juste de dire il faut tout tenter, il faut arroser partout et refuser aucune conversation parce que tu sais pas où ça peut te mener. Et au final, c'est nous, par un hasard et des ricochets qui fait qu'on a trouvé Valentin. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est mettre en avant le côté impact et les valeurs de la boîte, parce qu'il y a beaucoup de projets sexy pour des CTO aujourd'hui, parce que la tech est en train d'exploser, il y a plus de projets que de gens capables de les dérouler, mais tous n'ont pas des valeurs fortes, ou tous n'ont pas une utilité sociale et environnementale forte. Et j'ai l'impression, de plus en plus de gens, notamment ceux qui peuvent choisir parmi les dizaines de propositions qu'ils ont toutes les semaines, et il y en a plein qui se posent la question de l'impact, parce qu'ils savent que le salaire sera là, ils savent que le job sera là, et je trouve que le mettre en avant, ça permet d'avoir un flux de candidats plus quali, plus aligné avec la culture que tu es en train d'essayer de créer dans ta boîte. Et en fait, ça, c'est limite plus important que les skills techniques. Et c'est aussi des conversations plus intéressantes, parce que les gens se disent moi, je suis prêt à être moins bien payé que si j'allais chez Conto, être un des xème managers d'une équipe de je sais pas combien de centaines de devs. Ah oui, peut-être qu'ils me paieraient mieux, mais en fait, j'aurais pas le même impact. Tu vois, la boîte a pas forcément les mêmes valeurs, etc. Donc nous, ça a vraiment été déterminant, pas que pour le CTO d'ailleurs, mais vraiment déterminant. C'est cool, parce que c'est vrai que je parlais du dénominateur commun aussi des choix que j'ai eu. Les choix que j'ai pu faire pour le podcast. J'avais utilisé cette capacité à lever des fonds, mais dans des boîtes qui font l'impact positif. Et dans chacun des interviews, on revient très souvent sur les valeurs. Tu vois que tu le sens en fait que voilà, quand tu es animé par le truc, tu arrives à contaminer ou à aller choper des gens qui le sont aussi. Et finalement, ça devient des éléments extrêmement fédérateurs, que ce soit dans la phase du recrutement, mais aussi dans la phase de la entre guillemets rétention, tu vois, parce qu'à partir du moment où tu as un alignement de toi, la vision de la boîte, les objectifs, puis ce qu'elle fait, quand tu fais quelque chose de bien, c'est toujours extrêmement valorisant, et du coup ça permet aussi de faire rester ces profils là. Donc c'est cool que tu l'abordes, parce que on l'avait pas abordé sous cet angle du recrutement, mais mine de rien, tu vois, on voit avec toi que ça a été un élément déclencheur pour vous, donc ça c'est assez cool. Quand on a discuté un petit peu du coup avant le podcast, tu peux nous rappeler du coup le montant de la précédente levée ? Ouais, on a levé un peu plus de 500 000 euros alors c'était pas en equity, c'était en obligation convertible en action. Mais ça a vocation à être converti, donc voilà, 530 000 euros. Tu peux nous expliquer du coup comment ça marche, les obligations Ouais, c'est pas le mécanisme le plus connu ou le plus utilisé en ce moment. Les gens entendent souvent plus parler de BSAR, mais c'est un peu la même chose. Donc grosso modo, c'est de dire ça permet d'aller plus vite, parce que les formalités sont plus légères, et généralement tout le travail toute l'étude qui va être faite sur le dossier, etc. est plus
succincte parce qu'en fait elle sera réalisée plus tard lors de la conversion de tes obligations ou de tes bons de souscription, donc tes BSA. Donc en gros comment ça marche, c'est de dire tu parles avec un investisseur et en fait deux options, soit il te donne l'argent tout de suite contre une part de ton capital, mais ce qui implique que tu as déjà donné une valeur à ton action et donc à ta boîte, donc ça veut dire que ta boîte a une valorisation, et en fait la valorisation, c'est là où toutes les discussions prennent des plombes, quoi, parce que toi, tu veux qu'elle soit élevée, les investisseurs ils veulent qu'elle soit faible, et ça prend longtemps de s'aligner sur ces questions-là, même quand tout le monde est chaud pour faire le deal. Et donc ça, c'est la voie numéro 1, donc classique, je donne de l'argent contre départ, et la voie différente et plus rapide, c'est de dire je te donne de l'argent maintenant, et plus tard, quand tu feras un vrai tour plus structuré, etc., et ben moi, je convertirai l'argent que je t'ai donné au début en action de la boîte, okay, au prix déterminé plus tard lors du tour futur, et avec un bénéfice, parce que forcément j'étais là avant, donc j'ai pris plus de risques. Donc en fait l'idée c'est de dire tu vas donner une décote sur le prix de l'action plus tard, et donc en fait c'est ça pour le coup c'est contractualisé, c'est de dire je te donne 100 maintenant avec une décote de 30%, et ben en fait ça veut dire que plus tard si l'action elle vaut 1 euro, et ben en fait lui il va la toucher à 0,70. Ce qui veut dire pour 100 investis, il va avoir plus d'actions que les mecs qui mettent 100 plus tard. Donc je sais pas si c'était très clair, mais en gros l'idée c'est de dire je touche l'argent maintenant, on s'épargne les discussions de valo qui sont assez pénibles et longues, on s'épargne la grosse due deal qui va avec pour creuser, etc. Tout ça, ça arrivera lors d'un vrai tour en equity plus tard, et toi ça te permet de toucher l'argent vite, de recruter ou de faire des campagnes d'acquisition ou je sais pas quoi. Et bon, je dis vite, faut pas s'attendre non plus à un truc qui est réglé en 2 semaines. Enfin, il faut quand même faire un pitch, il faut quand même convaincre des investisseurs. Généralement, c'est des plus petits investisseurs, des business angels ou autres, donc il faut en voir plus, etc. Donc c'est un vrai boulot, mais en tout cas sur la partie administrative, ça permet d'aller plus vite. Et après, si tu es sûr de faire une levée future plus costaud avec des acteurs plus gros, par exemple des fonds, et ben à ce moment-là, tout le boulot dans le détail de l'analyse et du coup de la valorisation, etc., sera fait. Et ces investisseurs-là, ils convertiront et, avec un bonus, quoi. Ok. Du coup, alors pour moi, j'ai trouvé ça très clair. On peut demander à Nicolas. Nicolas, c'était très clair. J'ai trouvé ça extrêmement clair, donc ça me permet d'intégrer Nicolas qui est derrière la caméra, les caméras du coup. Ok, du coup, ça veut dire qu'au moment de faire cette première levée et de choisir ce mécanisme, c'était déjà dans l'optique derrière, vous saviez que vous partirez sur un deuxième tour un peu plus tard. Ouais, en fait l'idée c'est que si derrière tu vas avoir des business angels ou des investisseurs et que tu leur dis on va faire un tour soit en BSAR ou en obligations convertibles, c'est que l'idée c'est que ça convertisse un jour. Donc ça veut dire que pour eux, et d'ailleurs dans le contrat, tu as des événements de conversion qui sont clairement définis en disant si je fais une augmentation de capital, donc une levée de fonds de plus de X centaines de milliers ou de 1 million d'euros, et ben hop, c'est un élément un événement où les investisseurs ont le droit de convertir. Pareil, si en fait tu décides de ne pas lever, ben c'est pareil, c'est encadré, ils ont le droit de convertir et de choper des parts quand même. Si tu décides de céder ta boîte au lieu de lever ou je sais pas quoi, ben c'est pareil, ils vont convertir, etc. Donc tout ça, c'est des cas qui sont prévus. Et donc ça veut dire, nous, comment est-ce qu'on l'envisageait? Ben oui, évidemment, si quelqu'un veut nous racheter aujourd'hui, peut-être qu'on étudiera l'option et qu'à ce moment-là, les gens convertiront lors d'un rachat et pas lors d'une levée de fonds. Mais l'hypothèse la plus probable, c'est qu'on va lever des fonds dans une levée type seed un peu plus structurée, et donc du coup, qui vont convertir à ce moment-là. Ok. Et du coup, avec ce mécanisme-là, ça vous a pris combien de temps, du coup ? Je dirais que ça nous a quand même pris 2 gros mois. Et après, à la fin, quand tu es d'accord un peu sur tout, il y a quand même un peu de résidus d'échange avec ton avocat, on clarifie la doc, ça passe chez le... alors nous, notamment, on a un family office qui a investi, donc pour ceux qui maîtrisent moins, c'est un peu une taille intermédiaire généralement entre des business angels qui sont des individus qui ont gagné pas mal d'argent et qui du coup réinvestissent dans l'écosystème startup, et des fonds qui eux ont des gros véhicules d'investissement, et il y a une équipe qui est en charge de gérer les investissements de ce véhicule. Il y a une étape un peu intermédiaire où généralement c'est des familles fortunées qui confient leur argent à 1 ou 2 ou 3 gérants qui eux vont prendre les décisions d'investissement, et donc ces gens-là, à partir du moment où
tu commences à gérer une poche d'argent assez conséquente, tu as généralement un avocat qui va relire la documentation et vérifier que tu n'es pas en train de te faire avoir quoi, dans les petites lignes. Et donc, il y a quand même quelques semaines de plus où ton avocat il propose une doc, il l'envoie, la doc elle revient avec des commentaires, etc. Donc, c'est pas non plus instantané, même quand tout le monde a fait top là. Mais je dirais que nous, entre le premier moment où on a décidé de se lancer et le moment où on a fait top là avec les derniers, il s'est quand même passé bien plus de 2 mois. Donc, c'est là où je dis c'est pas instantané non plus, mais ça permet quand même d'aller plus vite, alors qu'un tour en equity classique, ça prend plusieurs mois, et voire même en ce moment, plutôt 4-5 mois que 2-3. Quoi. Ok. On arrive bientôt sur la fin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Hommage pour les périodes à venir ? On peut souhaiter plein de trucs à Hommage. Là, on est sur une phase très cool, très, très cool de notre business parce qu'il y a une belle accélération sur les derniers mois. Donc quand je dis accélération, c'est l'accélération de nos chiffres de vente, hein, donc, et sachant qu'on a aussi du coup les chiffres d'arrivage de vêtements qui augmentent en parallèle, mais en tout cas en termes de vente, on a fait des beaux chiffres de croissance récemment. Tu vois, on a fait plus 60% en juillet, plus 40% en août, plus 120% en septembre, donc tu vois, on est sur une belle dynamique. Donc ce qu'on peut souhaiter à Hommage, c'est que ça continue. On a beaucoup on n'a pas parlé de plein de sujets, mais on a différents canaux de distribution. On a notamment nos pièces qui sont vendues sur hommage.fr, qui est notre site, et du coup on a plein de projets là-dessus, de création de contenu, de SEO, qui vont a priori faire grandir le site de manière organique. Ouais. Et on distribue aussi nos produits sur des marketplaces. Donc on a commencé avec les classiques Vestiaire Collective, viddressing.com, mais on a des beaux projets là-dessus qui vont arriver, des nouvelles marketplaces un peu plus sexy, avec des partenariats un peu plus co-brandés, qui sont un peu plus sympas. Donc on peut souhaiter à Hommage que ça, on continue d'en développer comme ça et que ça ait l'effet escompté. Trop bien. Mais merci beaucoup pour être venu du coup nous voir. Je t'en prie. C'était un plaisir. Et puis éventuellement d'ici quelques mois on en fera une avec après un peu d'avancement pour voir où vous en êtes. Ouais, je suis chaud. Trop cool. Merci beaucoup. Je t'en prie. Hey, t'es arrivé au bout du podcast. Donc merci pour ton écoute. Et comme t'es encore là, j'ai un secret. Si tu t'abonnes, on va t'envoyer une ressource complémentaire au podcast que tu viens d'écouter. Et si t'es déjà abonné, cœur sur toi et sur toute ta famille.